Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par le focus, comment utiliser au mieux les écrans à la maison, quelles sont les règles à adopter, les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran. Et on en regarde ensemble un épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Très heureuse de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler wearables. Qu'est-ce que c'est wearables? Ce sont des vêtements connectés ou des vêtements intelligents. Et vous allez le voir, c'est aussi rassurant qu'inquiétant parfois. Et donc, on va en découvrir quelques exemples. On voit ça avec vous dans un instant. Merci beaucoup. Et puis, on va aussi plonger au cœur de la découverte de l'impact écologique de l'intelligence artificielle. Derrière les algorithmes et les réponses instantanées de nos assistants virtuels se cache une réalité bien plus concrète. L'intelligence artificielle consomme des quantités gigantesques d'énergie, d'eau, de ressources naturelles aussi. Et on va en parler avec nos invités. Romain Gouloum, bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Merci vous êtes beaucoup. Journaliste pour 20 minutes et vous êtes venu accompagné de Damien Douanier, ancien chroniqueur dans l'émission. Bonjour Damien. Ravi de vous retrouver, responsable de l'innovation pédagogique chez Narrative. On va en parler dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui d'abord sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire le Clémy et un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Théo, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt. Voilà ce qu'il faut faire. En premier, tu ouvres le navigateur. Ensuite, tu vas sur le moteur de recherche, puis tu tapes ce qu'on appelle les mots-clés. Par exemple, si tu cherches des vidéos sur Mario, tu tapes vidéo et Mario. Tu fais quoi? Je prends des notes. Jamais oublier les fondamentaux. Ensuite apparaissent les résultats. Attention, les premiers ne sont pas forcément les plus justes. Parfois, ils sont là parce qu'ils ont payé pour être en premier. Tu dois toujours surfer avec un adulte à côté de toi. Ou alors aller sur les sites spéciaux pour les enfants que maman t'a installés. D'accord, mon grand? Ça roule, merci Baba. Je t'en prie. Ça me fait plaisir de partager mon savoir avec toi. Mais où a-t-il appris tout ça? Ça, je peux te le dire. Chérie, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt? Pour les papas et les mamans, pensez à paramétrer mon navigateur. Installez un contrôle parental et accompagnez vos enfants dans leurs recherches sur le net. Chérie, c'est grave quand l'ordinateur fait boum et il se rallume plus? Oh, ça c'est PC portable tout craché. Il fait le coup de la panne pour avoir une nouvelle batterie. Et on continue toujours sur le sujet du numérique. Si elle nous simplifie la vie à bien des égards, l'intelligence artificielle a aussi un prix caché, celui de l'écologie. Consommation d'eau, d'électricité, extraction de métaux rares. Derrière chaque requête, il y a un impact. Et c'est précisément ce que mes invités ont exploré dans leur podcast. On voit ça tout de suite dans la première partie du talk. Et ils sont là, toujours à mes côtés et en plateau pour en parler. Romain Gouloum et Damien Douanier. On va parler ensemble dans un instant de votre podcast, mais juste avant, je voudrais qu'on écoute un extrait. Nous faisons face à une menace invisible, plus insidieuse que jamais. Les avancées de l'intelligence artificielle promettent de révolutionner notre monde. Mais à quel prix? Chaque algorithme, chaque data center, chaque ligne de code consomme des ressources précieuses, laissant une empreinte écologique désastreuse. Tout cela pour alimenter une machine insatiable. Ce message est un appel à la vigilance. Nous devons comprendre les conséquences de nos choix technologiques avant qu'il ne soit trop tard. Dans un monde où la technologie échappe à tout contrôle, il est temps de se réveiller. Maintenant! Voilà pour cet extrait. ChatGPT, le prix de l'IA, c'est le titre de votre podcast. Et dans ce podcast, vous mettez notamment l'accent, Romain, sur l'impact environnemental de l'IA, ce fameux prix de l'IA, un impact dont on ne parle pas assez aujourd'hui. C'est un sujet qui commence à poindre le bout de son nez, mais c'est vrai que concrètement, dans la société, le débat n'a pas encore eu lieu, que ce soit du côté de la société civile, mais aussi chez les politiques, où le sujet est totalement absent des discours. Et c'est aussi un sujet que les géants de la tech, qu'on appelle régulièrement les GAFAM. Et c'est un sujet qu'il se garde bien d'aborder puisque la consommation d'énergie, ça recouvre énormément de choses. On parle d'électricité pour alimenter les serveurs,
d'eau pour les refroidir, mais aussi donc d'électricité. Et il y a aussi tout ce qui est ressources, toutes les ressources qui vont être utilisées pour les serveurs qui vont abriter l'intelligence artificielle. Et je ne parle là que de l'utilisation de l'IA. Quand vous et moi, on envoie un prompt, une requête pour demander quelque chose à l'IA, il y a toute la phase d'entraînement en amont qui est extrêmement énergivore aussi, puisque voilà, ces logiciels ne naissent pas de la cuisse de Jupiter, il faut les produire, il faut les fabriquer. Et il y a tout un travail en amont qui est aujourd'hui imperceptible pour le grand public. Et il nous fallait, je pense, une fiction pour rentrer un petit peu dans le sujet et des épisodes hors série, des entretiens pour le creuser. Merci beaucoup. Damien, elle vient d'où cette association avec Romain et puis cette idée justement de mettre en avant ce coût écologique de l'intelligence artificielle? Alors la vraie histoire, elle est qu'on s'est croisés dans un couloir d'une faculté à Paris. C'était la Sorbonne suite à une conférence et on s'est dit on voudrait faire un truc sur l'IA parce qu'on intuitait effectivement cette notion d'invisibilisation de la dépense énergétique et du coût énergétique, qui n'est pas lié qu'à l'IA d'ailleurs. Je veux dire, quand on regarde un film sur un service de streaming, il y a aussi des coûts liés à cela. Tout à fait. Mais l'IA a pour elle d'être une technologie extrêmement, on va dire, dévoreuse de ressources par sa conception. Et donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Et donc on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de lier à la fois une dimension journalistique qui va ensuite tirer vers la fiction pour se projeter ensuite dans plus de réflexion. Et c'est là qu'intervient notamment mes élèves en journalisme. Effectivement, chez Narrative. On va en parler dans un instant. D'abord, vous avez créé, vous l'avez dit, une fiction sonore autour du thème de l'IA, de son impact écologique. Quel message vous vouliez faire passer, Romain, à travers cette approche narrative? C'est pas commun, vous êtes sans doute les premiers aussi à faire ça dans le domaine des podcasts sur ce sujet. Il y a quand même un certain nombre d'épisodes. Qu'est-ce que vous recherchez? C'est justement interpeller à la fois le public, peut-être les politiques aussi, à terme, sur ce sujet. Exactement. C'est vrai que si jamais vous dites on va faire un podcast sur l'impact environnemental de l'IA, vous partez de loin. Alors que si vous dites on a un thriller d'anticipation psychologique où vous suivez une journaliste de 20 minutes et en fait le début du podcast repose sur un petit twist. Bon, alors je vais essayer de ne pas divulgacher tout ça, mais pour nous, il y avait cette idée d'entrer dans le sujet, un sujet complexe, un sujet important aujourd'hui, mais surtout demain, à travers vraiment quelque chose de facile, entre guillemets. On voulait raconter une histoire et partant de cette histoire, prendre le temps derrière de la creuser, d'aborder vraiment tous les enjeux. Et c'est vrai que si jamais vous écoutez cette fiction qui fait quoi, allez, 1h30 en tout, vous n'en savez pas énormément plus sur l'impact concret de l'intelligence artificielle dans la société aujourd'hui, mais en revanche, on vous a éveillé un peu à ce sujet. Tout à fait. On y est beaucoup plus sensibilisé. En tout cas, c'est l'avis que j'ai eu en écoutant ça. Je suis ravi de l'entendre et je veux juste souligner une chose, c'est qu'effectivement, avec Damien, on a vraiment travaillé ces dimensions-là, mais on a été évidemment aidé, et quand je dis aidé, c'est accompagné tout du long par le studio Au revoir Charlie avec qui on a monté ce dispositif, ainsi que Roman Facerias-Lacoste, qui est à la fois scénariste et réalisateur, et il venait lui-même de boucler une fiction, donc ça collait plutôt bien. C'est ça, les planètes étaient alignées. Bon, vous mentionnez dans 20 minutes tous les deux que 552 tonnes d'équivalent de CO2 ont été émises par l'entraînement de ChatGPT 3. ChatGPT 4 est réputé 10 fois plus grand, avec de nouveaux modèles aussi, toujours plus précis, toujours plus puissants, toujours plus rapide, qui ne cesse de voir le jour. Si on met ce chiffre-là, 552 tonnes d'équivalent CO2 en perspective pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, est-ce que vous avez une idée, tous les deux, peut-être, Damien, de ce que ça fait? Plutôt que l'entraînement, on peut... Pardon, je vais couper l'herbe sous le pied. On peut un prompt. Donc en prompt, c'est on va demander à ChatGPT éventuellement de qu'est-ce que je dois répondre à la question que vous venez de me poser. Oui. Si la réponse dépasse la taille d'un paragraphe, vous avez consommé 600 ml d'eau pour le refroidissement. Donc c'est de l'eau qui est soit contaminée, soit évaporée. Alors elle retombera, le cycle de l'eau, c'est une chose complexe, elle ne retombera pas sur le lieu où elle a été extraite. Et en termes d'électricité, c'est l'équivalent de 14 ampoules LED allumées pendant 1 heure. Il y a un autre chiffre qui dit que globalement, une puce, donc un GPU, c'est un processeur qui sert à l'IA, alors je vais dire un gros mot, mais à réfléchir, en tout cas à processer les choses. Cette puce-là, elle consomme autant qu'un chauffage qu'on allumerait pour chauffer une pièce de 15 mètres carrés. C'est des puces qui... C'est énorme. C'est 2700 watts. Et ces puces-là, il n'y en a pas qu'une. Il y en a des serveurs entiers qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour un prompt. Alors non, mais disons que pour répondre à notre demande, et il y a le prompt que je vais faire là pour répondre à votre question, mais autour du monde, l'IA, elle est utilisée pour
énormément de requêtes. Elle est utilisée pour la météo, elle est utilisée pour nos usages, pour les développeurs, pour coder, et elle est également beaucoup utilisée dans les entreprises, et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et l'IA, elle est également présente ailleurs, chez Spotify et d'autres services qui vous suggèrent aujourd'hui des playlists personnalisées, et ce genre de choses. Enfin, il y a des restaurants même qui se targuent d'avoir à leur carte des pizzas dont la recette a été générée par IA. Ça a été une grosse tendance à Dubaï il y a quelques semaines. D'accord. En fait, la grande explosion de tout ça, parce que l'IA, ça fait 15-20 ans que ça existe. C'est ça. La grande explosion, elle est venue avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. En gros, les chats GPT et autres outils de ce style-là, qui permettent de générer de la musique, de la vidéo, de la réponse, et qui, elles, sont énormément consommatrices dans la réponse, qu'on appelle l'inférence. En gros, c'est tous les calculs pour arriver à avoir une réponse. Et là, on a quelque chose qui, effectivement, devient énormément dévoreur de données, et qui, à la fois... ont des vraies vertus aussi. Hein. L'IA, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est ambiguë. En gros, c'est un outil qui nous aide beaucoup, qui peut aider beaucoup de gens, tu l'as cité, dans la santé, dans la production de visuels, dans d'autres sujets. Mais à partir du moment où on commence à l'utiliser comme, on va dire, tout un chacun pour faire une recette de pizza ou lui demander on va dire, quelque chose qu'on aurait pu très bien demander sur Google, on va dépenser beaucoup d'énergie pour quelque chose d'assez, on va dire, superfétatoire. Et d'un point de vue écologique et même d'un point de vue énergétique, aujourd'hui, est-ce que l'énergie française est en tension ou risque d'être en tension par rapport à notre utilisation à tous de ce qu'on fait en entreprise et de manière personnelle particulière de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on en est encore loin ou est-ce qu'on en est là? Les projections, elles sont véritablement assez folles. Il y a différents chiffres qui existent, mais très clairement, ce qu'on voit aujourd'hui de manière factuelle, les différents GAFAM, donc les sociétés, les grands acteurs du marché numérique, déjà, on fait une croix sur leur capacité à respecter leurs engagements sur tout ce qui est, on va dire, empreinte énergétique. Les chiffres explosent. On a aujourd'hui des entreprises comme Microsoft qui se mettent à racheter des centrales nucléaires. Aux États-Unis, c'est le cas. Ils ont racheté une centrale qui était fermée pour la réactiver, pour pouvoir, en gros, créer leur propre source d'énergie nécessaire. Je pourrais donner un autre exemple. À Marseille, il y a un data center qui s'installe dans les docks de Marseille. La société qui installe ça a tiré ses propres lignes électriques. Elle ne passe pas par Enedis ou RTE pour avoir sa propre capacité de puissance pour pouvoir alimenter ses serveurs. Et ça, il n'y a pas que l'IA ou ce genre de choses-là. On pourrait aussi dire que, d'après, a priori, la réglementation européenne, d'ici 2030, il ne devrait plus y avoir de voitures thermiques. Donc, on va tous passer aux voitures électriques. Donc, les voitures électriques, les besoins divers et variés avec nos smartphones, l'IA, etc., etc. Tout ça, ça ne fait rajouter que des couches à une consommation électrique qui est déjà en tension, puisqu'on l'a vu l'hiver dernier. Déjà, RTE et Enedis se disaient on n'est pas très très bien là. Donc, sachant qu'il y avait 6 centrales sur 12 en France qui étaient on va dire en maintenance. Donc ça pose des vraies questions. Mais ils sont punis par des amendes. Ils payent des amendes, les GAFAM, si jamais ils dépassent leur... Non. Non. Alors après, sans rentrer dans le détail, il y a des mécanismes aujourd'hui de compensation. En gros, quand on dépense trop, on peut racheter du crédit, on va dire du crédit. C'est cette manière-là de payer, en fait, on va dire une sorte d'amende qui est, on doit racheter des crédits à consommer, à polluer, ce qui fait la fortune de Tesla d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est une mécanique de compensation financière et pas plus que ça. Bon, j'ai encore plein de questions à vous poser. Je crois que Jeanne Dreyfus aussi. On va continuer à évoquer ce sujet ensemble tous les quatre. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités aujourd'hui, Romain Gouloum et Damien Douani. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, on va parler en bon anglais de wearables, en français de vêtements connectés, ou quand vos t-shirts et vos chaussures font la conversation. Absolument, et oui, ça fait quelque temps que le secteur travaille à connecter nos accessoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la date sortie de la première Apple Watch. Oh, il y a 10 ans quasiment. Ouais, 10 ans. 2014. En attendant, d'une façon un peu moins connue, eh bien, les technologies qui consistent à connecter nos vêtements, nos sous-vêtements parfois même, vont bon train. L'année dernière, le Primrose Project se montrait même comme la dernière révélation de la conférence annuelle sur la créativité d'Adobe. L'ingénieure Christine Dirk avait dévoilé cette robe interactive créée à partir de centaines d'écailles en cristaux liquides et qui permettait de décider de porter plutôt du noir sur blanc, plutôt du blanc sur noir ou un motif statique ou dynamique. Et cette promesse, non plus d'acquérir en fait ces tissus dans les bons vieux marchés Saint-Pierre, mais plutôt de télécharger ces motifs sur les sites des boutiques en ligne, eh bien, elle fait se rencontrer aujourd'hui de plus en plus de designers et d'ingénieurs afin, qui sait, peut-être grâce à la start-up californienne Color XN, eh bien, par exemple, de changer la couleur de votre chemise plusieurs fois par jour, même parfois depuis votre iPhone, pour la choisir la sortir selon votre humeur, selon votre, la couleur de votre pantalon. Tout ça peut paraître anecdotique, mais si on pense à certaines applications, c'est pas tout à fait anodin. Ça pourrait, par exemple, qui sait, eh bien, permettre d'adopter la tenue, le camouflage d'un soldat selon le lieu de son opération. Ça pourrait permettre aussi sur un chantier, sur une route, de faire jaillir une couleur orange. Donc, c'est peut-être pas si anecdotique que ça. Alors, ça fait longtemps que ça existe, ce type de vêtements un peu gadget, et pourtant, on a encore un peu de mal, c'est vrai, encore, Jeanne, à imaginer les porter sur nous, non? Bah ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que l'approche business de Google, par exemple, elle est, selon moi, plus intelligente. Eux, plutôt que de créer des technologies qui se portent, eh bien, ils vont porter des vêtements, ils vont créer des vêtements augmentés. Et ils ont fait des collaborations avec des marques, Saint-Laurent et Levi's, avec ce qu'ils ont appelé le projet Jacquard, du nom de cette puce quasi informatique qui dessinait les motifs de jadis. Et donc, cette veste, en fait, elle permet, par de simples gestes, elle permettait, parce que ça fait quand même presque 10 ans, elle aussi, qu'elle existe, de téléphoner, de déclencher son appareil photo, de contrôler la musique, etc. Et donc, pour ça, ils ont travaillé vraiment dans l'art du vêtement, avec des artisans japonais, des tisserands du kimono, qui sont venus entrelacer, en fait, des fils mécaniques avec des fils de coton. Et la veste, in fine, elle ressemble plus à une veste Levi's qu'on pourrait porter qu'à une télé, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne porte... ça, je voulais choisir. Pourquoi est-ce qu'on ne porte pas tous aujourd'hui des vestes Levi's projet Jacquard? En d'autres mots, pourquoi est-ce que le marché semble peiner un peu à s'installer, à décoller? Alors, il y a la question du corps, évidemment, quand on parle de vêtements. Il y a la question de l'intimité de la peau. Et il y a des résistances liées à la protection de nos données personnelles ou liées à l'existence d'ondes. Google dit qu'il n'y a absolument aucun souci, que les données, elles sont conservées dans un petit boîtier localement et qu'elles sont détruites assez régulièrement, notamment pour économiser de l'énergie, parce que c'est une veste qu'on branche, en fait, vraiment littéralement. Mais ce qui se joue aussi, c'est bien là, cette numérisation du réel, cette numérisation du monde, et qui est le projet même du directeur du projet Jacquard, Yvan Poupireff. Lui, avant d'arriver à sa veste, eh bien, cet homme-là, il voulait vraiment travailler à ce qu'on appelle l'ambient computing. Ça implique que la technologie, en fait, elle va se développer partout. Sur toi, sur une orchidée, par exemple, sur une plante verte. Lui, il a utilisé une orchidée et il va en faire, en fait, un moyen de faire de la musique. On entend, ça sert un peu comme une flûte, ou un moyen d'accéder à son agenda, ou même de donner des indications un peu sur son réseau racinaire, sur son niveau d'humidité, etc. Donc le but, c'est bien de considérer le monde comme une interface. Le but, c'est aussi de faire que le réel et l'homme dedans, c'est un matériau à hacker, je cite Poupireff lui-même. Et donc, on entre un peu dans une ère du techno-animisme où chaque objet peut être porteur de vie, porteur de force, que sans la technologie, on ne verrait pas, en fait. Comme avec toute technologie, d'ailleurs, qui porte son lot de progrès et puis de dangers inhérents, c'est ça? Absolument, je dirais même plus, encore davantage dans le domaine de la santé, à l'ère de ce que les deux journalistes du magazine Wired, Gary Wolf et Kevin Kelly, ont appelé l'ère du quantified self. Ça interroge évidemment tout ça, ça pose des questions, du oui et du non et de la dualité. On se demande, est-ce qu'il faudrait jouir des très beaux vêtements créés par la marque anglaise The Unseen. Ça, c'est une marque qui a développé des fibres et des plumes qui sont couvertes d'une encre sensible aux activités cérébrales, aux activités corporelles,
et donc, d'une certaine façon aussi, annihiler l'intime, annihiler le cachet et la barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Et est-ce qu'on sera, par exemple, rassuré par la grenouillère connectée de Mimo, créée par une start-up française, qui permettra de veiller et de surveiller la santé de bébé, mais aussi, est-ce qu'il dort sur le ventre, est-ce qu'il s'est mis sur le dos? Donc, est-ce que c'est super parce qu'on va être rassuré, ou est-ce qu'on va vivre dans un état d'hypervigilance permanent? Une autre boîte qui crée des maillots de bain pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre de la crème solaire. Bref, heureusement, il y a certains domaines, en fait, qui dépassent vraiment cette dualité des réponses. Et je finirai avec cet exemple. C'est une boîte qui œuvre dans la gestion des handicaps et notamment des troubles de la parole, qui a été en fait initiée en 2016 grâce à 2 étudiants de Washington et qui ont créé en fait un gant connecté. Un gant connecté qui est capable de traduire les gestes faits en langue des signes par des personnes qui ont des troubles de la parole et qui permettent donc de traduire le signe oralement. Et donc, en fait, de lutter contre l'isolement des sourds et des muets. Et ici, il y a cette volonté, en fait, de pallier quelque chose qui manque, quelque chose qui est absent. Et non pas, en fait, de créer... d'arriver à un moment où on enlève toute relation entre nous et le monde qui est nichée, en fait, au creux de chaque action qu'on fait, même aussi la plus intime, je touche ce papier, c'est une relation entre moi et le monde, qui, à mon avis, et on peut en débattre, est un peu la menace de ces vêtements connectés. Merci beaucoup, Jeanne Dreyfus. Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être, Romain? C'est assez rigolo parce que j'ai commencé à 20 minutes en travaillant justement sur le Quantified Self et les objets connectés, donc les bracelets Fitbit, les montres GPS & Co. Et alors, je trouve que le sujet est ultra complet avec... différentes approches. Je pense que tout ce qui est de l'ordre de la recherche et de l'assistance, la santé, éventuellement pour les parents aussi, je trouve ça très intéressant. Mais dès l'instant où on entre dans une façon un peu plus industrielle, ça me navre un peu plus parce que j'ai vraiment l'impression que cette surconnexion qu'on nous vend, c'est une déconnexion finalement de ce qui nous relie les uns aux autres, de notre rapport à la nature. Et c'est quand même... des panneaux publicitaires qu'on porte déjà tous sur nous avec nos habits. Si demain, je porte sur moi une chemise connectée qui reflète mes émotions, je peux déjà le faire le matin en choisissant les affaires dans mon armoire. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, que les fashionistas décident un peu de leurs habits. Donc pour moi, il y a vraiment un delta. Et je pense que c'est un peu le même débat sur l'IA. Quand elle est utile, l'innovation, je pense qu'il faut vraiment la soutenir. Dès l'instant où elle est inconsidérée et qu'on oublie que derrière ces vêtements, ces puces, il y a des matériaux, il y a des ressources ultra précieuses et qu'on est uniquement dans le domaine du confort ou de l'ego, j'ai un peu de mal à soutenir. Un peu plus de limites. Damien, vous voulez réagir? 2 choses. D'abord, et Jeanne ne pouvait pas le savoir, j'ai travaillé sur ces projets il y a 20 ans. C'était le tout début, et c'était en France, quand j'étais en centre de recherche. Et donc, on avait relevé un problème inhérent à ces vêtements-là et que le projet Jacquard n'a pas résolu. Comment on les lave? C'est vrai que c'est une bonne question. Parce qu'il y a pas mal de trucs où c'est lavable en machine. Oui, maintenant, oui. Mais en fait, cette imbrication, on va dire, cette intrication entre différents éléments pose des soucis. Mais on va dire que donc, pour la recherche, pour montrer des trucs, c'est super. Dès qu'on rentre dans le concret, des fois, c'est un peu plus compliqué. Ou bien, il faut enlever des modules, etc. etc. Mais en revanche, j'aime beaucoup, effectivement, cette notion de barrière entre l'intime et l'extime, finalement. La barrière entre cet intime qui est révélé. Je sais pas ce que ça peut donner. On peut tirer la gueule dans la rue, sinon ça peut être un très bien moyen de dire aujourd'hui, il ne faut pas me parler. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, Jeanne, pour cette chronique. Et puis, on lance tout de suite la deuxième partie du talk. On continue à parler de Chat J'ai planté, le prix de l'IA, qui est votre podcast à tous les deux, Romain et Damien. Peut-être continuer avec vous, Damien. D'abord, l'histoire de ce podcast suit donc Ariane, une jeune journaliste qu'on a entendue dans l'extrait tout à l'heure, confrontée à des pressions politiques et à des scandales autour de l'intelligence artificielle. Comment cette histoire-là, que vous avez inventée, en fait, de toutes pièces, tous les deux avec vos équipes, reflète-t-elle aujourd'hui les enjeux réels qui peuvent être peut-être rencontrés ou auxquels les journalistes sont confrontés aujourd'hui? Alors, le point de départ, effectivement, d'écriture, on le disait avec donc, le scénariste Romain Fassarias Lacoste, c'est de partir de faits réels et ensuite de tirer les fils pour aller vers autre chose. Oui. Mais donc, il y a des éléments concrets, très concrets à l'intérieur. Donc, bien sûr, on en parlait depuis tout à l'heure, la notion écologique. Juste avant la pause, on parlait de l'ampleur que ça peut représenter. D'ici, certains cabinets de conseil disent que d'ici 2030, on aura, on va dire, quasiment 160% d'augmentation de la consommation des centres de données, par exemple. Oui. Donc, c'est beaucoup. Ou bien l'IA générative d'ici 2027 pourrait représenter l'équivalent de la consommation de l'Espagne. Donc
Ça fait quand même beaucoup. Donc, partant de ces éléments-là, on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière comme enjeu? Donc, il y a la notion énergétique, il y a la notion de l'eau, qui est un enjeu très fort aujourd'hui. La bataille de l'eau, déjà, en général, pour la vie de tous les jours, est un enjeu important. Sachant qu'il y a 2 Français sur 10 qui n'ont pas accès à l'eau. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. Il n'y a pas que dans les pays en voie de développement que ça arrive. On va refroidir avec de l'eau salée? Non. Alors, non. Et non, on ne peut pas. Non, justement, on ne peut pas. Ça corrode. Ça abîme. Voilà, exactement. Donc il y a plein de choses qui sont aujourd'hui mises en place pour essayer de trouver des moyens justement d'évacuer la question de la chaleur dépensée ou dégagée par les data centers, notamment par exemple en alimentant, en chauffage des bâtiments, par exemple, en récupérant cette chaleur. Mais cependant quand même, il y a une question intrinsèque de la question de l'eau qui va, on va dire, arriver juste derrière ça. Donc ça, c'est les sujets, les éléments, et puis le sujet politique, qui est un vrai sujet aussi, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence artificielle véritablement, on va dire, aussi performante que celle proposée par l'Asie, les Chinois en l'occurrence, et les Américains. Donc l'Europe et la France. Alors la France a un bon élève qui s'appelle Mistral, notamment, mais globalement, on est des nains. Nous sommes des petits poussés. On ne peut pas rivaliser avec les États-Unis? Non, à date, aujourd'hui, non. On n'a pas les moyens. On a les technologies, on n'a pas les capitaux. Voilà, on n'a pas les capitaux pour pouvoir arriver à avoir ce volume qui permet d'avoir la compétition nécessaire. Alors on est plus malin des fois avec des modèles un peu différents. On a de très bons ingénieurs, mais on a quand même une dimension, on va dire une tension politique liée à une compétition technologique. Donc tous ces éléments-là sont vraiment des vrais éléments qui ont servi à la rédaction, à l'écriture de cette fiction. Vous avez travaillé aussi avec quelques jeunes, vous en avez parlé rapidement, avec notamment vos étudiants chez Narrative dans le développement du podcast. Quel a été leur rôle? En fait, l'idée initiale de ce podcast, cette mini-série, comme on dit sur Netflix, c'est de dire on va partir de la fiction à la réflexion. Donc c'était vraiment le chemin qu'on voulait amener avec Romain. C'est quelque chose qui nous marque, qui nous impacte. Et après, on se dit, OK, mais alors, ça veut dire quoi? J'ai envie d'aller plus loin. Et c'est là qu'on a proposé à 3 des élèves de l'école narrative en journalisme de creuser le sujet. Donc, de creuser le sujet sous l'angle de l'intelligence artificielle et l'environnement. Donc, par exemple, il y a un élève qui a fait un mini-reportage, un mini-docu de 15 minutes, audio. Une autre, donc Daphné, donc ça c'était Enzo. Daphné qui a écrit un long papier justement sur cette question de l'impact écologique. Et puis, pour aller encore plus loin, Arthur, lui, a travaillé sur la question de la relation des jeunes à l'IA, plus globalement, pour essayer de comprendre finalement la notion de l'addiction potentielle à l'usage de l'IA, tel qu'on le voit sur les médias sociaux, mais est-ce que c'est de puissance 10, 100 000 ou pas? Et donc, logiquement, s'il y a une addiction, il y a un usage. Donc, s'il y a un usage, il y a logiquement de la dépense énergétique derrière. Et la réponse n'est pas si positive que ça. Alors, parce que justement, en parlant des jeunes, vous dites que 50% des jeunes utilisent l'intelligence artificielle générative, c'est ça, mais seulement 33% se sentent informés sur son coût écologique. Pourquoi il y a un tel fossé, peut-être, Romain, entre l'usage et la connaissance de ces défis environnementaux? Parce qu'on parle quand même là d'une génération et de vos élèves qui font partie d'une génération engagée, qui sont conscients plutôt de ces enjeux écologiques. Il y a peut-être 2 choses dans votre question. Il y a peut-être l'image qu'on a des jeunes. Est-ce qu'ils sont si engagés que ça aujourd'hui par rapport à la question écologique? Et il y a l'autre versant, c'est finalement ce qu'on a cherché à faire, je crois, avec ce podcast, c'est aussi à ramener de la matérialité sur l'immatérialité du numérique. C'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui le numérique de façon inconsidérée, un peu comme si c'était une ressource en quantité illimitée. Moi, j'aime bien parler de magie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un côté assez magique. Alors, effectivement, on doit de temps en temps les brancher quand même pour recharger nos appareils. Mais en dehors de ça, on n'est jamais impacté, sauf si jamais il y a un gros bug dans la matrice, mais on ne se rend jamais compte de toute la machinerie qu'il y a derrière. Et les jeunes, là-dedans, ils sont peut-être plus conscients de leur alimentation, de leur choix vestimentaire, mais ils ont grandi avec le numérique et on ne leur a jamais dit tout ce qu'il y avait derrière le numérique. L'IA, c'est exactement pareil. Il y a en plus de ça ce côté encore plus magique de la conversation qui est mimée par l'IA et qui rend cet aspect-là, je continue à creuser toujours ce sillon de la magie, mais on ne s'interroge pas sur les machines qu'il y a derrière, les ressources qui ont été puisées. Et si on posait la question aux jeunes, mais aussi à notre génération ou aux personnes un peu plus âgées, je ne suis pas sûr qu'on soit plus informés que les jeunes sur le sujet.
Donc, c'est vrai que pour nous, c'était important de parler des jeunes parce que, tout simplement, moi, j'approche de la quarantaine, Damien est dans la quarantaine. Et, on dira rien, Damien. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et on s'est dit, nous avons eu la chance de grandir et d'entamer nos carrières dans un monde sans l'IA. Les jeunes, eux, vont grandir en même temps que l'IA, puisque l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, elle est balbutiante. Elle est encore en classe maternelle. On va la voir grandir en vitesse accélérée. Elle va nous rattraper, potentiellement même nous dépasser. Hein. Le prix Nobel de physique le soulignait la semaine dernière en disant qu'on n'est pas habitué, on n'a pas les codes pour cohabiter avec une intelligence supérieure à l'homme. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir le regard des jeunes sur leur confiance, sur leur connaissance sur un sujet dont on sait qu'il va prendre une place de plus en plus importante dans la société. Le fait est, c'est qu'il n'y a pas un défaut d'utilisation, ils utilisent l'IA, mais il y a un défaut d'information. Mais ce qui n'est pas inintéressant derrière, c'est aussi, et je pense que c'est un sujet qu'on a creusé donc avec Damien et Arthur, c'est qu'il y a aussi une relation vis-à-vis du numérique, c'est-à-dire qu'on l'a vu avec le Covid, les réseaux sociaux ont été des refuges pour recréer du lien. Tout à fait. Ça a été une des grandes réussites des réseaux sociaux. Et pour la peine, on les accuse plus souvent de désocialiser les gens. Et l'IA, elle a aucune... Là-dessus, elle a tous les travers. C'est-à-dire qu'elle va mimer l'humain et elle va créer potentiellement encore plus de solitude. C'est déjà le cas en Chine, c'est déjà le cas dans les pays asiatiques, comme la Corée et le Japon en général, mais aussi aux États-Unis. Et on a peur qu'en France, ça se reproduise, puisque l'IA, elle a ce côté-là assez, je le redis une dernière fois promis, magique, où on peut avoir ce côté très réconfortant d'avoir un parent, un ami ou un psy qui est totalement artificiel, mais qui est disponible et qui ne vous dira jamais le contraire de ce que vous attendez de lui. Et dernier chiffre qu'on a retrouvé donc, dans l'étude, puisqu'on a mené 2 sondages avec Opinionway, c'est que globalement, je crois que 40% des jeunes qu'on a interviewés nous disent que finalement, évidemment, ils privilégient l'humain à l'IA, mais ces 40% disent que l'IA, au moins, elle ne nous abandonnera pas, elle ne nous trahira jamais. Eh ben, on a de quoi faire une nouvelle émission sur le sujet. Merci infiniment, en tout cas, à tous les deux, pour toutes ces analyses et ces éclairages. Ça s'appelle Chat, j'ai planté le prix de l'IA et c'est disponible dès maintenant. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Merci. Romain Goulom, je rappelle que vous êtes journaliste pour 20 minutes et vous étiez accompagné Damien Douanier, ancien chroniqueur ici et responsable de l'innovation pédagogique chez Narrative. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, comme tous les jours, on se retrouve dès demain et toujours à 12h30 sur School TV. Bonne journée.